Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. 59 officiers stagiaires provenant de 14 pays d'Afrique ont acquis une formation d'élite de 19 semaines au sein de l'école d'état-major de Libreville. Ils ont reçu leur parchemin de main des autorités administratives et militaires. Présidentielle 2023, Pierre Claver Maranga Moussavou, président du Parti social-démocrate, annonce sa candidature pour les prochaines joutes électorales. Et puis les questions de sécurité et de dépendance alimentaire, principal sujet au sommet de Dakar au Sénégal. Plusieurs chefs d'État africains prennent part à ce sommet. Nous débutons cette édition d'information. Comment fonctionne l'agriculture maraîchère à l'Institut gabonais d'appui au développement? Quelle ambiance prévaut au niveau de la clientèle? Jessica Andjoua s'y est rendue pour toucher du doigt. Regardons. L'agriculture maraîchère occupe une place de choix au Gabon. À l'Institut gabonais d'appui au développement l'IGAD du PK8, hommes et femmes s'intéressent de plus en plus à la production des légumes végétales, une activité très enrichissante. J'ai suivi une formation. Après la formation de 6 mois sur le terrain, on a fait 1 mois de classe, donc ça fait 7 mois. Et après tout cela, j'ai été installée par IGAD. On m'a octroyé une parcelle dont j'exerce et je gagne ma vie là-dedans. Je vis de ça, je nourris les enfants avec ça, je les envoie à l'école avec ça. Donc je m'y plais et je me retrouve. En cette période de pluie, l'activité agricole n'est pas propice. La pluie s'est un peu calmée, mais entre octobre-novembre, c'était vraiment pas la joie. Ici au périmètre, on n'avait pratiquement pas de légumes. Mais pour le moment, la pluie s'est calmée. Ça va, on a repris plus ou moins bien nos activités. Mais au mois d'avril-mars, ça va être l'hécatombe. Normalement, le maraîchage s'est fait sous serre, donc sous abri, car à tout moment, s'il y a les intempéries, les plants ne sont pas stressés. Mais chez nous en Afrique, c'est comme vous voyez, suivez mon regard, on fait avec les moyens de bord. Ces légumes au prix de 1 000 francs CFA le kilo peuvent servir de palliatif pour garantir la sécurité alimentaire. Pour beaucoup d'entre eux, c'est donc un retour à la terre, même si la clientèle est peu abondante. Il y a des périodes de vaches maigres, il y a des périodes fructueuses. Vous voyez là, nous sortons de plein pied des fêtes de décembre, à savoir la Noël, la bonne année et les mariages. Donc c'est vraiment compliqué le mois de janvier. Pour tout le monde, même dans les foyers. Donc à partir de peut-être février, mars, on va retrouver nos clients d'habitude. Voilà, pour le moment ça va. On se plaint mais on fait avec. Selon les responsables de cet institut, la mise en place des serres afin de protéger et faciliter la cultivation de ces aliments est un élément essentiel afin d'éviter toute rupture. Célébration ce jeudi 26 janvier 2023 de la journée mondiale des douanes, occasion pour la rédaction de s'intéresser sur la question des taxes douanières, souvent à l'origine de la vie chère au Gabon. Daniel Boukabouka. Elle s'élève en moyenne à 12% au Gabon. Les taxes douanières visent à générer des recettes fiscales et à protéger la production industrielle locale. Elles sont réglées lors des importations afin d'obtenir la main levée des marchandises en vue de leur livraison. Le transporteur demeure le principal acteur de ces fixations. En République gabonaise, 3 principales catégories de produits sont importés au profit de la population, notamment les produits agricoles, les produits pharmaceutiques et les produits industriels. Seulement, la cherté de vie observée dans le pays depuis l'avènement de la guerre en Ukraine est source de plusieurs maux. Les prix de plusieurs denrées alimentaires ont connu une hausse considérable. Hausse qui a emmené le gouvernement à fixer une mercuriale pour réglementer les débordements de quelques commerçants. Le Code des douanes CEMAC, en son article 4, stipule qu'à l'importation, le tarif des douanes est constitué du droit de douane s'élevant à 2,5% ad valorem, qui veut dire taux de droit exprimé en pourcentage de prix appliqué à l'ensemble des marchandises importées
et de la taxe communautaire d'intégration, dont le total des arriérés en fin 2020 est estimé à 80 milliards de francs CFA. Aussi, le droit fiscal auquel toutes les marchandises, quelle que soit sa nature et provenance, sont soumises. Des impératifs qui fixent le cap des prix des produits importés au Gabon. Quelques commerçants dans la capitale spéculent que les actes douaniers occasionnent l'augmentation des prix des produits de tout genre dans leur espace commercial. Une spéculation qui, au regard des impératifs douaniers, suscite des questionnements sur la réelle cause de la cherté de vie au Gabon. Mieux comprendre et cerner la vision de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Biliminzé, c'est l'objet de la conférence de presse animée hier par le porte-parole du gouvernement, Yves Fernand Manfumbi. L'événement s'est tenu à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. Alexandre Mbamdo pour le compte-rendu. Emmener les hommes et les femmes des médias à mieux cerner la vision politique du nouveau gouvernement Alain-Claude Biliminzé, voilà l'exercice auquel s'est livré le porte-parole du gouvernement Yves Fernand Manfumbi. Parmi les points cruciaux, la politique, notamment la future concertation. Que le gouvernement va tout mettre en œuvre, mais pas seul, mais en concertation effectivement avec l'opposition, pour que cette concertation effectivement puisse aboutir aux résolutions qui arrangeraient tout le monde. Les Gabonais, depuis quelque temps, font face au phénomène de la vie chère. À ce sujet, le natif de Ndendé s'est voulu rassurant. Ces programmes qui sont en cours vont être renforcés. Et comme ils vont être renforcés, nous allons par la suite essayer de mettre l'accent sur le contrôle. Effectivement, il faut le contrôle des prix. Ça voudrait dire que nos services compétents de la concurrence, nos services compétents du commerce doivent faire des brigades mobiles pour pouvoir veiller à ce que la norme filiale soit respectée. La route, facteur majeur du développement, n'était pas en reste. La route est un facteur clé pour la compétitivité d'une économie. Donc, comme l'a indiqué M. le Premier ministre chef du gouvernement, il y a un point d'honneur sur la route. Et le point d'honneur sur la route, il a indiqué clairement que les projets en cours doivent se poursuivre et les achever. Donc, il faudrait que tout ce qui a démarré puisse être achevé. Et pour cela, il a instruit effectivement mon collègue en charge des infrastructures de voir la faisabilité, à côté de ces projets en cours, un programme de réhabilitation de routes en terre carrossables et circulables en toute saison. Le gouvernement Alain-Claude Biliminzé est résolument déterminé à trouver des solutions aux problèmes qui minent le quotidien des Gabonais. Seulement une seule question demeure. À 7 mois des élections gabonaises, toutes les problématiques vont-elles être solutionnées? That is the question. La suite de cette édition d'information, l'entrepreneuriat et l'auto-emploi font partie des éléments sur lesquels compte s'appuyer le gouvernement gabonais pour lutter contre la question de chômage qui sévit particulièrement les jeunes dans le pays. C'est ce qui ressort de la déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Biliminzé. Estelle Amban nous fait le point. La lutte contre le chômage constitue le 6e axe de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Sur ce chapitre, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'auto-emploi occupent une place de choix. Afin de matérialiser cette ferme volonté de créer un tissu de PME solide et prospère, il a été procédé le 18 janvier dernier à la signature d'une convention entre la Société de garantie gabonaise et la BICIG, matérialisant la mise à disposition d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA constitutif d'un fonds de garantie destiné au financement des PME. Ces PME pourront ainsi se structurer, améliorer leur profitabilité et créer des emplois. Autre fonds mis en exergue par le chef du gouvernement, celui relatif au pôle national de promotion de l'emploi. Ces fonds de garantie ont vocation à être mis à disposition des établissements de microcrédit afin d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs déjà en activité pour des montants de l'ordre de 500 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA selon les besoins identifiés. Pour la réussite de ce challenge, Biliminzé invite les grandes entreprises à s'impliquer en favorisant la sous-traitance avec les PME locales.
La 30e promotion de l'école d'état-major de Libreville a reçu son baptême et ses diplômes de fin d'année ce jeudi des mains des autorités administratives et militaires. Une promotion baptisée Lambert Noël Mata, ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur. Il a pris d'ailleurs part à cette cérémonie. Maya Meza s'est rendue sur les lieux. Depuis le mois de septembre 2022, les 59 stagiaires qui ont suivi à l'école d'état-major de Libreville, une formation rigoureuse, contraignante, complète et enrichissante, sont aujourd'hui les officiers sur qui les armées africaines peuvent désormais compter. La 30e promotion, dont nous célébrons aujourd'hui la fin de formation, est composée de 59 stagiaires issus de 14 pays africains et un pays européen, la France, repartis comme suit. Bénin 4, Cameroun 3, Congo-Brazzaville 8, République de Côte d'Ivoire 8, Gabon 5, Burkina Faso 5, Guinée-Conakry 3, Madagascar 6, Mauritanie 2, Niger 2, République démocratique du Congo 1, Sénégal 4, Tchad 2, Togo 5 et France 1. Cette mixité fait la richesse humaine et pédagogique de notre école nationale à vocation régionale, voire internationale. Le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata, qui a honoré les stagiaires en entérinant le choix des stagiaires comme parrain de cette 30e promotion, n'a pas hésité à exprimer sa satisfaction. C'en est fait avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision de me porter comme parrain la 30e promotion de votre école, de votre prestigieuse école, devrais-je dire, QV 2022. Né de la volonté du Gabon et de la France il y a 21 ans, le Centre d'excellence vise à dispenser l'enseignement militaire supérieur de premier degré. Vitrine de la formation militaire, votre école, notre école, se caractérise à la fois par la dimension internationale de recrutement des stagiaires qui y sont formés et par son haut niveau d'exigence pédagogique. Cette année est particulière car pour la première fois, cela a été dit, un stagiaire français a suivi la scolarité avec ses frères d'armes ici, à Libreville. Magnifique illustration d'un partenariat où chaque nation apporte à l'autre ce qu'elle a de meilleur à donner. Comme il est de tradition chaque année dans cette école, et à l'issue de plusieurs mois de formation, la tutelle se retrouve pour saluer le travail accompli des différents stagiaires venus de plusieurs pays. La même tradition prescrit à ces officiers stagiaires de choisir une personnalité du continent pour en faire un parrain, c'est-à-dire un modèle pour leur carrière. Conformément à ces us et coutumes, la 30e promotion de l'école d'état-major de Libreville a choisi une haute personnalité. Il s'agit du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. À sa création en 1994, l'école avait pour mission de former les officiers des forces des armées gabonaises au cours spécial d'état-major. Dans le même élan, en 2001, l'école devait subir une transformation née du partenariat militaire entre la France et le Gabon. Aujourd'hui placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale du Gabon, elle accueille des officiers originaires de plus de 20 pays africains. Le front social en ébullition dans plusieurs secteurs d'activité, c'est le cas au ministère du Travail. Le syndicat des agents de l'administration du travail a déclenché un mouvement de grève le 28 décembre 2022, une grève générale illimitée. Après plus de 3 semaines de grève, la situation a-t-elle évolué? Quels sont les points de revendication? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Florent Matumba, secrétaire général du SAT, syndicat des agents de l'administration du travail. Florent Matumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ça fait déjà environ plus de 3 semaines après vous avoir déclenché le mouvement de grève illimité. À quel niveau se situe la situation aujourd'hui? Bien, ça me fait un grand honneur d'être sur ce plateau pour en parler, étant donné que
cette grève qui a été déclenchée en respect de toutes les procédures établies par les dispositions de la loi 18/92 du 2 décembre 1992 relative aux conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État, il se trouve que jusqu'à ce jour, aucune négociation n'a été entamée à l'initiative de notre administration de tutelle. Nous ne comprenons pas pourquoi et nous n'en savons pas les causes, mais nous savons une chose, que notre administration a un rôle pilier dans le cadre de la promotion du dialogue social. Malheureusement, ce pilier est brisé par ce mutisme insoutenable et qui frise même avec le ridicule. Est-ce que vous pensez entamer d'autres démarches, vu que vous n'êtes pas écouté et aucune négociation a été entamée? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire exactement et concrètement et actuellement? Bien, nous sommes soucieux du respect de la légalité. Les dispositions de la loi que je viens de rappeler, notamment la loi numéro 18/92 du 2 décembre 1992, prévoient 2 méthodologies de règlement de conflits collectifs du travail dans le cadre des agents de l'État. Il s'agit de la conciliation ou de la médiation. Lorsque nous constatons que la conciliation n'aboutit pas, eh bien à partir de ce moment, nous saisissons le Premier ministre, chef du gouvernement, pour mettre en place une commission qui s'appelle Commission pour le règlement du point de vue de la médiation. Et à partir de ce moment-là, c'est après la première étape que nous pouvons saisir le Premier ministre. Mais à ce jour, nous laissons encore la latitude à notre autorité de tutelle de pouvoir prendre toutes les dispositions pour régler les questions de droit qui se posent dans le cadre de ce conflit collectif du travail. Alors, revenez un peu déjà sur les points de revendication. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement par rapport à ce mouvement de grève? Par rapport à ce mouvement de grève, en résolvant ou encore en procédant à l'analyse par la méthode SPRI, nous avons 4 types de revendications. Les revendications qui sont liées aux conditions décentes de travail. Les revendications qui sont liées aux avancées des carrières. Les revendications qui sont liées aux droits acquis par rapport au corps de métier de l'administration emploi et travail. Les revendications qui sont liées à la dignité de l'homme au travail, par notamment, bien entendu, le respect et la courtoisie. Nous avons constaté ces violations qui sont des violations de la loi et malheureusement, nous qui sommes les promoteurs et les régulateurs de la loi, nous nous retrouvons dans un cas de situation insolite par rapport à notre administration. Et vraiment, c'est tout à fait inexplicable. C'est quand même tout un chapelet de revendications. Est-ce que vous pensez que la tutelle est prête, sinon le gouvernement est prêt à répondre déjà justement à tout ce point que vous avez, on va dire, introduit dans votre cahier des charges? Bien entendu, la résolution de ces problèmes, c'est simplement l'application de la loi sur les violations constatées. Cette application passe par deux éléments importants qui sont simples. Ce sont 2 programmes. L'État a mis 2 programmes depuis 2019. Le programme modernisation des services publics de l'État, le programme promotion de l'emploi et du travail décent dans le cadre des administrations publiques et du privé. Et à ce jour, force est de constater malheureusement que l'État a mis beaucoup d'argent, je veux parler de manière concrète. L'État, dans le cadre de l'année 2022, l'État a mis dans le cadre du programme modernisation de l'État 705 796 468 francs CFA. Dans le cadre du programme 29 913 promotion de l'emploi et du travail décent, ce programme a bénéficié d'une autorisation budgétaire de 5 826 232 443 francs, dont, je prendrai à titre d'exemple, au titre des dépenses et biens et services, 1 158 65 714 francs. La question est de savoir pourquoi est-ce que ce 1 158 65 714 n'impacte pas de manière qualitative les services publics du ministère du Travail, notamment l'emploi et le travail, dans toute la globalité, c'est dans tout le territoire national. C'est l'interrogation que nous posons. Où va donc cet argent que l'État a bel et bien déboursé depuis 2014
2019 plutôt pour moi, dans ce cadre, le cadre de ces deux programmes, programme modernisation de l'État, programme promotion de l'emploi et du travail décent. Et la promotion de l'emploi passe par quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous entendez par promotion de l'emploi? Promotion de l'emploi, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle un organe étatique qu'on appelle la Direction générale de l'emploi. C'est cet organe qui est censé animer sous la direction et le contrôle du ministre de tutelle la politique de l'emploi du gouvernement en matière de promotion de l'emploi. Malheureusement, on constate que cette administration, c'est-à-dire cet organe-là, est un peu mis de côté au bénéfice des organes sous tutelle, notamment l'Office national de l'emploi. Or, je constate avec regret qu'il n'y a pas une espèce de symbiose, même au niveau des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir faire fonctionner convenablement la Direction générale de l'emploi. La preuve en est que quand vous y allez juste à côté, vous allez constater les conséquences des conditions d'abord de travail qui sont indécentes, mais en plus, les moyens ne sont pas mis en œuvre. Et aujourd'hui, on ne sait même pas si notre autorité connaît même l'emplacement où se trouve la Direction générale de l'emploi. Donc c'est ça les interrogations que nous avons à notre niveau, nous au niveau du syndicat de gens de l'administration du travail. Les modalités de répartition du produit des amendes, des droits et taxes, des prestations d'expertise imputées et ouvertes dans les écritures du Trésor public. C'est ce compte qui paye. C'est le compte du syndicat ou du ministère? C'est le compte du ministère du Travail qui servait au paiement des primes de rendement qui malheureusement ne sont plus payées, malgré l'instruction du premier chef du gouvernement à rétablir dans les délais les meilleurs les primes qui n'étaient plus versées à cause de la mort précipitée, entre guillemets, de la PIP. Ces primes d'incitation, qui sont des droits acquis, ont toujours fait l'objet, malheureusement, de paiement dans les autres administrations, mais seulement au ministère du Travail, il y a une nébuleuse autour de cela, où aujourd'hui, il y a des entrées. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi le rétablissement de ces primes n'est pas effectif. Étant donné que la loi qui donne cela, ou encore l'arrêté 287 qui fixe les répartitions, n'est pas abrogé. Et donc, par conséquent, ça continue à produire des effets. Et ce qui gonfle, malheureusement, les dettes que l'État a vis-à-vis des agents publics d'État qui saisissent le Conseil d'État pour les abus de droit qui ont été constatés, ça et là, par ces autorités administratives qui ne s'obligent pas à respecter les dispositions légales et réglementaires. D'accord, mais il faut dire quand même que l'actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, a quand même, on va dire, ouvert une certaine marge pour permettre à ce qu'il y ait de négociations et voir également que la question du Front social soit réglée de manière définitive au Gabon. Quel est votre regard par rapport justement à cette volonté du gouvernement actuel à pouvoir résorber les questions liées justement à tous les syndicats qui sont un peu confrontés aux mêmes réalités? Bien, moi je ne peux que me réjouir, en tant que secrétaire général du syndicat des agents de l'administration du travail, de cette ouverture d'esprit et de ce pragmatisme que monsieur le Premier ministre du gouvernement a réitéré à l'attention de toute la communauté nationale et internationale sur la prise en compte réelle des préoccupations des agents de l'État sur certaines questions qui sont, ça et là, objets de grèves qui sont déclenchées dans tous les secteurs de notre administration. C'est pourquoi je suis parfaitement d'accord que des négociations soient entamées, mais ici, dans le cadre du syndicat des agents de l'administration du travail, il ne s'agit même pas de négocier, il s'agit de l'application de la loi, pure et simple. Parce que tant que la loi existe, elle produit des effets, et par contre, appliquons. Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse dans l'immédiat? C'est parce que l'État a quand même dit que le chapelet, comme on l'a dit, il est quand même énorme. Mais dans l'immédiat, pour désamorcer la grève, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse immédiatement? Tout de suite, là, décaisser l'argent qui est dans le compte 47 05 96A pour payer les 4 trimestres de l'année 2022. Les 4 trimestres, on n'a pas voulu faire marche arrière parce que depuis l'interruption de la PIP, l'argent est rentré dans ce compte-là et continue d'y rentrer tous les jours que Dieu fait son jour et que malheureusement, les primes ne sont pas payées. Et nous, si tout de suite, Madame le ministre Baird observe les instructions du Premier ministre Feu Issoufou Ngosé relatives au rétablissement des primes, tout de suite là, nous allons comprendre, nous allons entrer dans une démarche progressive pour la résolution de problèmes qui pouvaient être faits. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que l'État devrait faire pour désamorcer la crise? Non, l'honnêteté intellectuelle. Non, l'honnêteté intellectuelle oblige de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une action qui a été menée spécifiquement au niveau de la Direction générale du travail où il y a eu des améliorations de services. Et c'est pendant la période où nous avons fait grève. Ce qui signifie que cette grève a eu un impact direct sur
c'était un catalyseur, pour le dire scientifiquement, c'est un catalyseur qui a mené l'administration, c'est-à-dire la tutelle, de pouvoir enclencher le processus, parce que je prendrai le cas du service de la réglementation, qui était une poubelle, à laquelle, malheureusement, il était intenable de pouvoir y travailler dans des conditions décentes. Aujourd'hui, si vous y partez, vous allez constater qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites. Et cette amélioration ne peut pas se limiter à Libreville, au Gabon. Le Gabon, c'est 9 provinces. C'est des inspections départementales, c'est des inspections provinciales, c'est des services de la Direction générale de l'emploi qui sont déconcentrés, c'est-à-dire qui sont dans les provinces. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie collective, c'est-à-dire qu'on doit faire une planification. Donc ça veut dire que la grève suit jusqu'à l'intérieur du pays, en dehors de Libreville, la capitale. Vous êtes suivis à l'intérieur du pays? Nous sommes suivis parce que nous avons mis le système de la grève perlée. C'est-à-dire que les gens viennent bel et bien au poste de travail, mais ne fournissent plus le rendement attendu. Parce que simplement, ils ont la consigne de ne pas continuer à travailler à se demander d'abord quand ils n'ont même pas de moyens dans certains cas. Et comment vous faites pour mobiliser vos troupes, de toujours se maintenir au piquet? Comment vous faites pour les mobiliser? C'est la sensibilisation par voie téléphonique. Vous savez qu'il y a une embellie sur le plan des nouvelles technologies de l'information et de la communication, où on n'est plus obligé d'être forcément au piquet de grève comme des personnes qui ne bougent pas. Mais cette fois-ci, on a estimé qu'il ne fallait pas seulement être au piquet, figé comme dans les anciennes grèves. Il fallait évoluer avec les nouvelles technologies de l'information pour dire que voici le mot d'ordre, voici la façon d'agir pour que le service minimum soit appliqué et observé et que nous continuons toujours à travailler de façon à ce que l'usager qui a déjà des problèmes avec ses employeurs et autres ne puisse pas être pénalisé du fait de notre grève. Alors, Florent Mafumbi, vous avez peut-être un mot à l'endroit des autorités qui vous écoutent et qui vous suivent, notamment le Premier ministre qui a ouvert, on va dire, une porte à ce genre de crise aujourd'hui qui prévaut dans plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Je voudrais dire à l'endroit de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, mes vives félicitations, et que maintenant, il s'agit de redonner au ministère du Travail les lettres de noblesse de ce département ministériel qui n'a que trop sauvé, qui ne dispose même pas d'un véhicule de service pour exécuter les missions de contrôle, les missions d'enquête, les missions de prévention des risques collectifs du travail, c'est-à-dire les grèves et autres dans les entreprises de services publics et privés, mais aussi permettre la sensibilisation sur une meilleure application des textes légaux et réglementaires en matière de code du travail, de sécurité sociale et puis les textes complémentaires. Donc, je félicite M. le Premier ministre pour qu'il mette un coup d'arrêt, un véritable coup d'arrêt, pour qu'il puisse prendre en charge le dossier ministère du Travail pour faire avancer les choses. Je le remercie. Florent Matumba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous pour quelques instants. C'est vous que je remercie. Pour la suite de cette édition d'information. Formation d'un nouveau parti politique hier à Libreville. Il s'agit du bloc des centristes, un parti politique qui ne se réclame ni de la majorité ni de l'opposition. La signature de la convention n'est pas restée en marge de cette rencontre. Jessica Andjoua nous fait le point dans cet élément. La création d'un nouveau regroupement des partis politiques dénommé Bloc des centristes a vu le jour. L'Union pour la République, le Rassemblement pour la dynamique populaire, le Mouvement citoyen des volontaires et des libertés, le Parti populaire du Gabon ont procédé tour à tour à la signature de la convention. Nous sommes réunis ce jour pour l'acte constitutif de création du bloc des centristes. C'est-à-dire qu'au-delà de l'Union pour la République, tous les autres partis qui se revendiquent du centre, nous nous sommes mis ensemble pour créer ce bloc qui, dans le cadre du processus électoral du Gabon, veulent que le centre soit désormais reconnu au même titre que la majorité et l'opposition pour que nous puissions, comme en France, avoir la majorité, le centre et l'opposition, afin que le débat ne soit plus un débat bipolaire, mais un débat tripartite qui puisse prendre en compte tous les Gabonais, y compris ceux qui, au-delà des clivages actuels, pensent Gabon d'abord. Devant la presse nationale et internationale, pour la première fois en République gabonaise, le bloc des partis du centre est une nouvelle classe politique qui a pour objectif de parler d'une même voix. Nous avons répondu favorablement à cet appel. On refuse ce qu'il y a derrière l'appel, mais pas l'appel. Et nous avons constaté avec satisfaction que le groupe des centristes, le bloc des centristes, est né et ce n'est qu'un avantage pour les politiques gabonais. Situé entre la majorité et l'opposition, ce nouveau bloc reste ouvert à d'autres formations politiques.
Restons en politique. Le candidat du Parti social-démocrate à la présidentielle de 2023 est connu. Il s'agit de Pierre Claver Maranga Moussavou. Cette officialisation de la candidature intervient au moment où toutes les entités politiques gabonaises se mobilisent pour mieux aborder les défis à venir. Un reportage d'Alexandre Mbamdo. C'est au rythme des chants et tambours que le président du Parti social-démocrate a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Opportunité pour l'ancien vice-président de revenir sur son programme politique, la provincialisation. Vivant dans un pays comme le Gabon, nous pouvons nous donner cette chance, ce plaisir de commencer non pas à zéro, mais de commencer avec un bagage, un minimum de 25 000 francs. C'est aussi une mesure incitative pour faire des enfants, parce que la population gabonaise, qui est moins de 2 millions d'habitants, ne nous suffira pas à développer notre pays. Mesure incitative dans ce sens, mais mesure incitative sous-tendue aussi par le logement en ville. Dans son laïus, le natif de Mouil-Mangon n'a pas omis de présenter la route comme élément indispensable au développement du Gabon. Ensemble, nous allons bâtir un projet pour qu'il soit un projet pragmatique et réaliste. C'est ainsi que nous allons proposer aussi au peuple gabonais de pouvoir construire la route du développement, cette route qui nous fait énormément défaut. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture sans la route. Vous ne pouvez pas développer l'union des cœurs sans que les Gabonais aient la possibilité de se rencontrer et de se fréquenter. Les paroles s'envolent, les écritures restent, dit une maxime bien connue. Le leader du PSD a trouvé judicieux de mettre à l'appréciation du public une œuvre qui est une invite au développement réel du Gabon. En fait, c'est l'homme dans toutes ses coutures, parce que justement, comme je disais, qu'en Afrique, les jeunes générations qui arrivent n'ont pas de repères, et particulièrement au Gabon, la majorité s'en vont avec leurs connaissances, mais les jeunes qui arrivent, les nouvelles générations, sont perdus et sont obligés de se rabattre sur, on va dire quoi, des ouvrages qui ne cadrent pas avec les réalités africaines et gabonaises en particulier. Il faut dire que Pierre Claver Maranga Moussavou est à sa 5e candidature. Pour l'homme, la persévérance est le propre des grands esprits. Santé à présent, l'acupuncture, les questions de grossesse et d'accouchement au centre d'un séminaire de formation tenu ce jour au centre hospitalier universitaire de Libreville. L'initiative de la présidente de l'association des sages-femmes du Gabon vise un renforcement de capacité aux professionnels de ce secteur de métier. Le point avec Chiménidon. L'acupuncture, médecine traditionnelle chinoise en obstétrique, qui signifie tout ce qui concerne la femme enceinte, l'accouchement ou la sage-femme, est au cœur d'une formation d'initiation. Objectif, emmener les sages-femmes à améliorer la prise en charge des femmes, soit pendant la grossesse ou à l'accouchement. L'utilisation de l'acupuncture en obstétrique a fait ses débuts assez longtemps, d'accord, on va dire plutôt en Occident. Et à ce moment-là, on a compris qu'il y a des effets bénéfiques chez la femme enceinte, d'autant plus que l'acupuncture n'utilise pas les médicaments. Donc on ne retrouve pas les effets secondaires des médicaments chez la femme enceinte. Et on sait bien maintenant que la femme enceinte a toutes les indications. On peut utiliser facilement l'acupuncture avec des bons résultats chez la femme enceinte et surtout pendant l'accouchement. Deuxième session du genre, après la première qui s'est tenue il y a de cela 4 ans, cette formation à laquelle prennent part les sages-femmes du Gabon vient à point nommé. C'est une grosse valeur ajoutée pour la sage-femme parce qu'on va pouvoir améliorer, on va dire, ne serait-ce que le moment de l'accouchement, améliorer, diminuer le temps
certainement avoir des effets sur la douleur et améliorer le bien-être de la femme pendant l'accouchement. Moment extraordinaire, cette formation se déroule dans une ambiance joyeuse et studieuse. C'est pas la médecine habituelle, celle que l'on connaît. C'est une médecine aujourd'hui qui est portée sur toute la personne. Nous ne regardons plus de façon médicale occidentale, l'obstétrique pure, mais maintenant nous regardons la personne entière. Nous allons, pour un symptôme donné, partir de la tête jusqu'à la plante des pieds. Avec ça, je crois que je vais aider plus les femmes dans leur quotidien par rapport à leur grossesse pour mieux les comprendre, mieux les accompagner jusqu'au terme de leur grossesse. Avec l'acupuncture, on apprend à ne plus trop médicaliser les accouchements, les suivis de grossesse, même les postpartum en fait. On va beaucoup plus dialoguer avec les femmes et lier des causes à effet par l'acupuncture, les soins. L'enseignement s'étend sur 2 jours, contenant les bases de l'acupuncture et 2 autres jours centrés sur la physiologie en obstétrique. À l'issue de chaque demi-journée, ont lieu des travaux pratiques. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré dans un communiqué que 6 pays sont en retard dans le paiement de leur cotisation au budget de fonctionnement de l'ONU et ont perdu de facto leur droit de vote à l'Assemblée générale et le Gabon en fait partie. Maya Meza pour plus de détails. Le 11 juin 2021, le Gabon, le Brésil, le Ghana, l'Albanie, les Émirats arabes ont été élus lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour servir en tant que prochain membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour une durée de 2 ans. Avec un budget de 100 milliards de francs CFA pour les élections présidentielles de 2023, qu'est-ce qui peut expliquer le retard du Gabon dans le paiement des cotisations au budget de fonctionnement, après plusieurs engagements pris au cours de l'Assemblée générale de l'ONU en 2015? Le Gabon réaffirme son appui à la démocratisation du Conseil de sécurité afin d'associer toutes les régions à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces décisions. Il est donc temps pour nous d'assumer nos responsabilités et de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions que nos peuples respectifs attendent de nous. Il est question de la survie de l'humanité et de l'héritage à léguer aux futures générations. En 2015, la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme étaient le thème de cette session à l'ONU, qui a donné l'occasion de jeter un regard approfondi sur la question et de formuler des projections. Le président Ali Bongo a salué la résolution adoptée. L'ONU doit poursuivre un dialogue permanent avec les États membres afin de les aider à surmonter les défis en matière de respect des droits de l'homme, et la confrontation dans ce domaine ne me semble pas constructive. Monsieur le Président, le maintien et la consolidation de la paix passent nécessairement par la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette ambition appelle aussi la réforme des opérations de maintien de la paix. C'est dans cette perspective que nous réitérons notre pleine adhésion à la position africaine incarnée par le consensus des Zulwini, la déclaration de Sirte et aux négociations intergouvernementales en cours sur ces questions. Pour l'heure, aucune communication officielle des gouvernants gabonais n'a encore été livrée sur les raisons de cette situation. Pour établir le droit de vote, le Gabon devrait payer un montant de 37 372 820 000 francs CFA. Nous y reviendrons. Direction au Sénégal pour parler du sommet de Dakar. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains prennent part à cet événement. Objectif, discuter autour de questions de dépendance alimentaire et de famine en Afrique. Quelle stratégie pour permettre au continent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de précision dans ce récit signé Sidel Animal. C'est sur le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience » que sont réunis plusieurs chefs d'État africains au Sénégal. Face aux conséquences du changement climatique, de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, l'objectif est d'améliorer la souveraineté alimentaire des pays du continent.
L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Le président Macky Sall, actuel président de l'Union africaine, a déclaré que pour transformer le potentiel du continent en réalité, il faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Pour lui, la présence massive des chefs de l'État est un signal positif et montre une prise de conscience partagée des leaders. Je tiens à dire que ce ne sont pas seulement les armes, les bombes, ni les chars qui tuent, mais la famine tue, la malnutrition tue, plus que les conflits armés. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, la part de la valeur mondiale de produits agricoles clés transformés en Afrique était de seulement 12% en 2021, tandis que le nombre de personnes souffrant de faim ou de malnutrition était de 248 millions. Le développement des capacités agro-industrielles de l'Afrique est essentiel pour moderniser l'agriculture, promouvoir la transformation économique et créer des emplois sur le continent. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, très dépendante des aléas climatiques. Mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire. La Banque africaine de développement promet une enveloppe globale de 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour soutenir les stratégies nationales de souveraineté alimentaire qui seront présentées aux bailleurs jusqu'à vendredi. En Mauritanie, le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ouvert hier mercredi à Nouakchott, capitale du pays. L'ancien chef d'État est appelé à justifier l'origine de sa fortune, fait inédit dans le pays, mais à peine débuté, son procès est déjà contesté par ses avocats. Retrouvez une fois de plus Sidé Laniman. À la barre, 10 accusés. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ainsi que des premiers ministres, ministres et hommes d'affaires répondent pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Avec une fortune de près de 44 milliards de francs CFA, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé le pays de 2008 à 2019, nie les faits et crie au complot, selon lui destiné à l'écarter de la vie politique. C'est l'un des rares ex-chefs d'État à devoir rendre compte sur la façon dont il s'est enrichi au pouvoir. Ses pairs, jugés par les justices nationales ou internationales, le sont surtout pour des crimes de sang. Les autorités ont fait ceinturer l'enceinte par des centaines de policiers. Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le palais avant le procès, les uns pour soutenir l'ancien président, d'autres pour réclamer sur des pancartes qu'il rende l'argent. Mohamed Abdelaziz a lui-même été porté au pouvoir par un putsch en 2008, puis élu président en 2009 et réélu en 2014. Ce procès est l'histoire de sa disgrâce et de son amitié ruinée avec celui qu'il avait désigné comme son dauphin, le président actuel, Mohamed Ould El Ghazouani. L'un des avocats de l'ancien président, Maître Antoine Veil, s'est alarmé d'une arrestation arbitraire et des conditions augurant que son client n'aurait pas droit à un procès juste. Ma réaction est que le procès sera unique, que les droits de la défense ne seront pas respectés et qu'on aura affaire à un procès qui ne sera pas équitable. L'actuel président s'est cependant toujours défendu d'ingérence dans ce dossier. En Afrique du Sud, des milliers de partisans du principal parti de l'opposition, Alliance démocratique, ont protesté hier contre la crise d'électricité qui perdure dans le pays. Leslie Nanaka. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Johannesburg et du Cap, vêtus de bleu, couleur de l'Alliance démocratique, parti principal de l'opposition, dans le pays arc-en-ciel pour manifester leur mécontentement au regard de la crise énergétique que traverse le pays actuellement. Visiblement,
la crise a atteint son pic. Nous sommes vraiment fatigués, vous savez, de subir des délestages jour après jour et nous voulons que des mesures soient prises. Il y a beaucoup de choses que les gens proposent au sein du gouvernement. Mais nous ne voyons pas d'action réaliste et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste une façon de dire au peuple et au gouvernement que nous voulons voir du changement. Pour exprimer leur ras-le-bol face à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie sur l'étendue du territoire, c'était près de 3000 manifestants à Johannesburg et 1500 au Cap qui ont marché jusqu'au siège respectif du parti au pouvoir, ANC, pour dénoncer son inaction face à la crise. Les coupures de courant coûtent maintenant au pays 4 milliards de rentes. Plus de gens se retrouvent au chômage. Il y a une pauvreté. L'ANC est la cause de la pauvreté et de ces coupures. Les partisans du parti au pouvoir, ANC, se sont également regroupés aux portes du siège du parti pour défendre celui-ci. Selon eux, c'est à la direction d'Eskom qu'il faut s'en prendre et non à l'ANC. Nous sommes pour défendre notre maison révolutionnaire. S'ils veulent, ils ne doivent pas s'accaparer la lutte du peuple d'Afrique du Sud. Tous ceux qui sont ici sont confrontés à la même crise, celle de l'énergie. Eskom a annoncé une hausse du prix de l'électricité de plus de 18% à partir du mois d'avril. Une décision à laquelle le président Cyril Ramaphosa s'est farouchement opposé. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.